Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire un peu matinal, hein, 9h30. D'habitude, on fait fin de matinée, mais là, on va faire début de matinée. Voilà, donc vous êtes nombreux connectés, donc ça veut dire que le sujet intéresse. On va parler des US avec Eric. On va parler de ce fameux rebond qui est arrivé. Alors, on pourrait faire un webinaire tous les jours sur les US, en fait. C'est ça que j'étais en train de me dire ce matin quand on en reparlait avec Eric. C'est que, évidemment, c'est le marché directeur. Il se passe toujours des choses. Alors, évidemment, en plus, là, on a quelqu'un qui nous abreuve en plus de nouvelles. Donc, c'est encore une dynamique qui est extrêmement intéressante. L'objectif du webinaire, c'est qu'on va être le plus pragmatique possible. Alors, je vous rappelle le mode opératoire, hein. Vous avez un onglet questions en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, hein. On va faire ça en 30 minutes, mais on laissera le temps qu'il faut pour les questions si toutefois vous en avez. Et l'idée du pragmatisme de ce webinaire, c'est de factuel sur ce qui s'est passé, sur le rebond, revenir un peu sur ce qu'on avait dit la dernière fois, parce qu'on avait déjà parlé de ce rebond alors qu'il n'était pas intervenu. Et Eric avait bien vu cette histoire-là. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc on va parler du rebond. On va parler aussi de façon très pragmatique de ce qu'on a fait dans le portefeuille de Sony North America, qui est le fonds qu'on a créé il y a bientôt 1 an maintenant, géré par Eric. Et une fois qu'on aura fait cette vision très claire de ce qui s'est passé, où on en est, on rentrera après, une fois n'est pas coutume, dans la macro, dans un temps numéro 2, pour vous donner quelques grilles de lecture, quelques éléments de lecture par rapport à tout ce qui s'est passé. Et comme ça, on aura fait une vision assez large de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a bien fait sur les US depuis maintenant quelques temps. Donc, Eric, je vais te laisser la main. Le titre, il est assez simple, hein, comme on prend la reprise sans sacrifier la résistance. Donc, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet par ce qui s'est passé et un petit historique sur les marchés. Et quand les marchés baissent, comment ça se passe? Oui, bonjour à tous. Merci de vous connecter si tôt le matin. On avait présenté cette slide lors du dernier webinaire où on expliquait que voilà, dans l'histoire des marchés américains, les phases de forte correction, performance passée ne préjuge pas de performance à venir, étaient généralement suivies de rebonds assez puissants. Et encore une fois, c'est ce qu'on a pu voir à partir de mi-avril, et courant mois de mai. Je crois que pour le S&P, on a eu le meilleur mois de mai depuis 1990. Pour être parfaitement honnête, le rebond est arrivé beaucoup plus rapidement et intensément que je ne le croyais, mais le rebond était là, donc on a pu en profiter. Si on passe sur la prochaine slide, on va vous dire, on va commencer plutôt de faire la macro, la valo et autres. On va juste rentrer directement dans le portefeuille et vous montrer comment on a géré cette phase de marché. Et après, on va vous expliquer, vous donner les éléments macro et de valorisation pour expliquer justement ce qui nous a emmené à faire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonds, un petit rappel. Le fonds est constitué donc de deux poches. Une poche cœur qui est basée sur les dividendes aristocrates. Donc, on parle de sociétés qui sont capables de faire croître leurs dividendes tous les ans pendant un minimum de 25 ans. C'est un peu le cœur de l'allocation du fonds, ce qui veut dire que plus on est prudent sur les marchés, plus le poids de cette poche va monter dans l'allocation. Plus on est risk-on, plus le poids de cette poche va être près de la limite basse qui est 30. Le poids maximum est 80%. En Oui, Oui, juste, c'est ça. j'insiste là-dessus parce que c'est un élément qui est extrêmement important. Ça fait 1 an qu'on parle de façon systématique de cette thématique des dividendes aristocrates. Pour beaucoup, ça a été une redécouverte, et moi le premier d'ailleurs, parce qu'on avait un peu oublié qu'aux US, cette partie de dividendes, c'était un moteur extrêmement puissant de la performance des marchés historiquement. Donc on l'a encore vécu là, d'ailleurs, depuis le début de l'année. Et l'idée, quand on a créé ce fonds-là avec Eric, c'était deux choses. C'était à la fois d'adresser des gens qui avaient déjà investi sur les US en se disant finalement, est-ce qu'il n'y a pas une offre alternative plutôt cœur de portefeuille qui ne soit pas uniquement orientée sur que la techno, qu'on nous a abreuvé depuis maintenant toutes ces années. Et est-ce que pour ceux qui ne sont pas rentrés parce qu'ils pensaient que c'était trop cher, parce qu'il y avait toujours une bonne raison de ne pas y aller, de trouver aussi un angle qui puisse être intéressant pour les gens qui n'étaient pas investis sur les US, de trouver un premier angle pour y aller sans prendre de risques inconsidérés et s'exposer sur les 7 plus grosses valeurs dont tout le monde connaît maintenant l'identité, pour prendre des risques inconsidérés en termes de volatilité ou en termes de performance future. Donc, c'est vraiment l'angle, et c'est pour ça qu'on a créé ce fonds-là avec ces deux poches. Je trouve qu'il y a un côté extrêmement réassurant pour le client final, parce que c'est ça dont on parle à un moment donné, et que le client final, cette thématique du dividende, elle a souvent été très utilisée en Europe et en France a fortiori. Le client particulier comprend ce que c'est que le dividende, il voit l'intérêt
de ces boîtes qui distribuent des dividendes. On voit évidemment que ces boîtes-là, quand ça chahute un peu, ça résiste mieux. Certes, ça ne prend pas forcément toute la hausse, mais au bout du compte, on est dans un univers où on a quelque chose de cohérent qui parle à un client final et qui permet d'être réassurant pour être en tout cas soit une première approche sur les US, pour ceux qui n'auraient jamais été, soit une diversification par rapport à une approche qui aurait été plutôt très techno par le passé. Donc, on a essayé d'avoir un spectre relativement large. Bon, Eric fait ça en plus depuis plus de 20 ans, donc on a cette expérience qui va avec. Mais vraiment, je voulais insister là-dessus parce que je suis assez content qu'on ait fait redécouvrir cette thématique des dividendes et de dire, voilà, les US, c'est pas que de la techno, il y a plein d'autres boîtes à l'intérieur. On le verra d'ailleurs dans le portefeuille. Et je t'interrogerai, Eric, sur 2-3 exemples pour vous montrer que voilà, c'est une poche qui est très puissante et qui permet de faire beaucoup de bonnes choses, à la fois de capter de la performance et puis de ne pas prendre n'importe quoi en termes de volatilité. Oui, et donc l'idée, c'est d'associer cette poche-là parce qu'en phase de marché beaucoup plus bullish, il faut avoir des poches qui vont accompagner, qui vont tirer un peu plus la performance. Donc on essaie d'identifier, des thématiques, qui vont compléter cette poche cœur. Donc les thématiques qui sont aujourd'hui présentes dans le portefeuille, on parle de tout ce qui est reshoring, donc c'est la réindustrialisation des États-Unis, hein. C'est un souhait fort de l'administration Trump, on le voit, et qui avait déjà été initié sur certains secteurs par l'administration, Biden. On a comme autre thématique tout ce qui tourne autour de la sécurité, notamment la sécurité Internet et des réseaux. On a une thématique sur les modes de transport de demain. Et là, c'est tout ce qui tourne autour un petit peu de la conduite autonome ou de l'évolution de la conduite autonome, du partage des modes de transport. On a bien entendu une thématique autour de l'innovation technologique, mais qui n'est pas que centrée sur l'IA. Et puis, les changements de mode de consommation, puisqu'on le voit que les nouvelles générations ont tendance à consommer différemment les produits ou les services ou les expériences. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de s'exposer aux sociétés qui vont en bénéficier. On regarde pour introduire une nouvelle, encore sur la slide précédente, on regarde pour introduire une nouvelle thématique dans le portefeuille. On voit que tous ces besoins, en tout cas, toute cette demande liée à l'IA, notamment l'IA générative, a des besoins énergétiques qui sont forts. On est en train d'essayer d'identifier deux, trois sociétés donc pour mettre dans une thématique qui va nous permettre de nous exposer aux sociétés qui devraient bénéficier de la hausse des besoins énergétiques, justement pour alimenter cette vague de demande de l'IA. On n'a pas encore investi sur la thématique, on a identifié deux, trois sociétés qui nous paraissent intéressantes. Pas nécessairement que des fournisseurs d'électricité, mais une société que j'ai en tête, mais qu'on ne va pas nécessairement encore évoquer aujourd'hui, peut-être lors du prochain webinaire, une société qui fournit des valves qui sont utilisées dans le nucléaire, entre autres. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, donc on a plutôt connu un très bon mois de mai en termes de performance. Donc progressivement au cours du mois de mai, comme le rebond est arrivé beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, on a commencé à mettre en place une approche un petit peu plus équilibrée. On avait réduit le poids de la poche cœur pendant le creux de la correction pour se réexposer un petit peu plus à la croissance et à l'innovation technologique. Donc, courant du mois de mai, ben, comme vous pouvez le voir, c'est en termes d'allocation factorielle relatif l'indice S&P. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu réduit notre billet croissance pendant le mois de mai. On a aussi également un petit peu réduit notre billet sur la value. On a augmenté notre exposition au rendement. Vous le verrez tout à l'heure dans l'évolution des poches. Donc, on a augmenté un petit peu plus l'allocation aux valeurs de rendement. On a réduit notre sous-pondération relative à notre indice sur le momentum et sur la qualité, le facteur qualité. On a un petit peu réduit notre sous-pondération taille, même si on reste relativement sous-pondéré taille par rapport à notre indice, et vous le verrez, c'est parce qu'on est sous-pondéré un certain nombre des MAG 7. Et on a surtout, comme vous pouvez le voir, réduit la volatilité du portefeuille sur la fin mai. Ce que ça veut dire quand même, c'est que le rebond, on en a quand même bénéficié pleinement. Ça, c'est quand même un élément qui est important. C'est-à-dire qu'on l'avait quand même bien identifié. Et je reviens sur la première slide qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a quand même un biais cognitif qui laisse à penser que des baisses de marché de l'ordre de 20%, ça arrive régulièrement. C'est vraiment pas le cas, hein. C'est-à-dire que quand il y a un choc de marché d'une vingtaine de pourcents aux US, c'est un choc qui est extrêmement violent et qui entraîne souvent des rebonds qui sont extrêmement violents. Donc, c'était pas une vue de l'esprit de dire ça va rebondir et c'était pas juste de la méthode Coué. Il y avait tout un tas d'indicateurs qui donnaient l'impression que ça allait rebondir et donc il fallait prendre ce rebond et on l'a plutôt bien fait. Donc, c'était plutôt bien joué, Eric.
Donc, vous avez sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution de la poche cœur du portefeuille. Donc vous pouvez voir que à partir de mi-février, on avait commencé à faire progresser le poids de cette poche. On a eu une phase de correction. Vous avez en bleu foncé le S&P et en bleu, plus clair le S&P Aristocrate. Donc on a eu, une correction de marché, qui s'est amorcée vers fin février. Donc, on a vu que le S&P Aristocrate a joué son rôle quelque part de buffer, puisqu'il a un peu mieux résisté que le S&P, classique. Nous, on a commencé à réduire le poids de cette poche cœur sur la phase de correction. On a ensuite eu une deuxième phase, fin mars, de correction où là, tout a à peu près lâché et là, on a vraiment réduit, on est revenu au minimum de l'allocation, de notre process d'investissement sur cette poche cœur pour pouvoir justement prendre le rebond. Parce que ce qu'on avait expliqué lors du dernier webinaire, c'est que les phases de correction sont généralement tirées par les valeurs de croissance. Donc, on a accompagné, on a réduit le poids de la poche cœur, on s'est un peu plus exposé à la croissance. On a pris le rebond et une fois que le rebond s'est mis en place, puisque pour nous, encore une fois, c'est arrivé beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, bon, on a fait, vous le voyez, c'est la deuxième partie du graphique de gauche, donc on a sensiblement remonté le poids de notre poche cœur et donc en profiter pour réduire la volatilité du marché. Et vous le voyez sur l'équivalent du tableau de droite. Vous aviez donc à partir de fin février le poids, c'est le poids de deux thématiques qui sont quand même un petit peu liées. C'est le poids de l'innovation technologique et de la cybersécurité. Donc vous voyez qu'on a sensiblement augmenté le poids. On était monté jusqu'à près de 40% sur cette thématique, qu'on a ensuite réduit pour revenir plus ou moins légèrement surpondéré par rapport à l'indice sur la tech. Pas nécessairement les Mag 7, mais en tout cas, on a réduit le poids de cette poche croissance et on a bien capté cette phase de rebond. Vous avez le Nasdaq en bleu foncé pour illustrer l'évolution de la perf de l'indice. Le point qui est extrêmement important pour moi aussi, alors moi je le vois, on se voit tous les jours avec Eric, mais ce qu'on voulait illustrer par ces deux graphiques, c'est qu'en fait, ce n'est pas un fonds uniquement long only où on achète des titres et on se laisse porter. C'est-à-dire qu'il y a une vraie gestion active à l'intérieur du portefeuille. Il se passe beaucoup de choses. On l'a dit en préambule, sur les US, il se passe toujours beaucoup de choses. Et l'idée, c'est pas de dire on a un portefeuille, on a des valeurs, on se laisse porter, on verra à la fin de l'année comment ça s'est passé. Et ce qu'on voulait illustrer ici, c'est qu'effectivement, en fonction des conditions de marché, en fonction de la hausse, en fonction de la baisse, en fonction du rebond, on ajuste cette Porsche cœur pour qu'au bout du compte, l'idée principale qu'on a déployée tout à l'heure de dire ça doit être un fonds cœur de portefeuille sur les US puisse se matérialiser quand il se passe des choses à l'intérieur des marchés. Et là, on l'a de façon très pragmatique de nouveau sur les thématiques et comment on travaille. Donc ici, c'est le positionnement du portefeuille à fin mai. Donc vous voyez, en haut, c'est en termes d'allocation sectorielle. Même si on ne gère pas en allocation sectorielle, on peut avoir des billets très forts par rapport à certains secteurs. Là, fin mai, on a réduit beaucoup de nos choix d'allocation en termes de secteur. On reste quand même légèrement surpondéré sur la tech, sous-pondéré sur la santé, sous-pondéré sur les financières avec un choix très fort à l'intérieur des financières, plutôt sur des banques régionales ou des situations spéciales. Et ce que vous pouvez voir dans le tableau en bas à gauche, c'est qu'effectivement, on est plutôt sous-pondéré sur les méga caps. Et on a une exposition qui va jusqu'à une valeur dans les small caps, mais qu'on a une exposition par rapport à notre indice qui est beaucoup plus diversifiée en termes de capitalisation boursière, donc moins concentré sur les Mag 7. Et vous avez ensuite dans le tableau en bas, le graphique en bas à droite, les allocations par thématique, donc comme évoqué, la poche cœur qui maintenant représente environ 40%, innovation technologique qui reste très forte, relocalisation et ainsi de suite, les autres thématiques qu'on met en avant au sein du portefeuille. Donc ça, c'est l'image du portefeuille à fin mai. Vous avez ensuite le top 10 des positions et leur poids relatif à l'indice. Donc vous retrouvez Alors, certaines ouais. valeurs des Mag 7, mais pas que. Ouais, pour moi, c'est une très bonne illustration de ce qu'on évoquait au préalable sur les mouvements qu'on peut avoir dans le portefeuille et les pondérations. Ce qui est assez étonnant parce qu'on n'a pas forcément en visuel. Alors évidemment, là, il y a les portefeuilles avec le poids de chaque valeur à l'intérieur du portefeuille de Sony North America. Mais à côté, vous avez le poids de l'indice et c'est souvent assez contre-intuitif. C'est-à-dire que quand on voit que Microsoft, c'est 7%, à peu près 7% de l'indice et que Coca, c'est 0,50, on voit bien que cet indice, il est quand même très, très, très diversifié et qu'il y a beaucoup de choses de très différentes à l'intérieur. Et là, on voit bien qu'on a un portefeuille qui n'est pas du tout benchmarké parce qu'on va retrouver des valeurs qui sont des tout petits poids à l'intérieur du portefeuille, à l'intérieur de l'indice. Et d'ailleurs, c'est un des éléments marquants depuis le début de l'année.
on voit que depuis le début de l'année, et là, il n'y a pas que chez Sony d'ailleurs, hein, on voit que depuis le début de l'année, un des éléments extrêmement marquants, c'est que la gestion active fait mieux que la gestion passive. Et ça, c'est un élément assez nouveau parce qu'au cours des 3 dernières années, porté par les grandes valeurs, évidemment, on a vu que la gestion passive avait fait mieux que la gestion active. Et notre message, depuis d'ailleurs la création de North America, c'était de dire attention, quand demain ça va se retourner, quand il y aura un accro de marché, évidemment, les stock pickers vont retrouver un peu de savoir-faire et un peu de couleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Juste peut-être donner un ou deux exemples de valeurs. On peut parler de Coca parce que c'est une valeur que tout le monde connaît et qui est en plus une valeur nouvellement entrée dans le portefeuille. Je trouve que c'est intéressant de faire un petit focus là-dessus, monsieur Warren Buffett. Oui, donc Coca-Cola, valeur défensive de premier plan aux États-Unis, hein, où elle est différenciante d'un Pepsi Cola, c'est que Coca-Cola est concentré sur les boissons, alors que Pepsi a aussi une activité liée au snack. C'est une croissance organique forte, hein, robuste, plus 6% au T1 2025, une guidance qui a été réaffirmée, une capacité surtout à surperformer ses pairs dans des environnements macroéconomiques difficiles. Donc, dans la phase de rehaussement de notre poche-cœur, on aime bien avoir un peu de Coca-Cola, toucher un coupon et avoir une boîte qui a sa capacité, en tout cas qui a démontré par le passé sa capacité à faire face au ralentissement macroéconomique si jamais il y a. Donc, c'est une valeur vraiment de fonds de portefeuille sur laquelle on peut être à l'aise à détenir. Le poids est un peu important relatif à l'indice, pourrait encore monter un petit peu si jamais les marchés chahutaient. Voilà, c'est vraiment quelque part où on peut se permettre d'avoir une position d'attente tout en espérant un rendement qui est quand même intéressant et surtout une capacité d'appréciation du titre dans un environnement où Coca-Cola maintient ses marges et arrive à aller chercher des parts de marché. Alors, il y a une question, alors j'étais sûr qu'elle allait arriver, donc Mm. je l'avais présenté. Les gens cherchent Nvidia dans le top 10, donc il n'y a pas Oui, d'Nvidia dans le top Nvidia, 10. Nvidia a été réduit sur la. On avait progressivement sur la phase de rebond monté le poids de Nvidia. Depuis le début de l'année, on a toujours été sous-pondéré. On avait remonté le poids d'Nvidia pendant la phase de correction de marché pour avoir à peu près 1,5 de moins que l'indice. Sur la publi, on a réduit. On a aujourd'hui à peu près 2% de Nvidia en portefeuille. C'est Voilà. une valeur dans laquelle je pense qu'il y a un potentiel sur le long terme, mais que sur ces niveaux de valorisation, il faut plutôt essayer de la faire en trading. Donc, elle a vocation à rester dans le portefeuille, mais son poids peut être amené à varier quand même sensiblement, mais ne dépassera jamais son poids dans l'indice, puisque j'essaie de me limiter autour des 5%, 5,5 en termes de poids maximum pour les valeurs que j'ai en portefeuille. Et comme le poids d'NVIDIA est supérieur, je n'aurai sans doute jamais le poids de NVIDIA dans l'indice. Mais sur ces niveaux de valorisation, j'ai préféré reprendre une partie de nos bénéfices de la phase de rebond, surtout qu'on a encore les incertitudes qui reviennent sur la Chine. On avait un prémisse d'accord, mais on en parlera peut-être dans la partie macro. Mais on avait des prémices d'accord, mais le chemin est encore long. Il peut y avoir beaucoup de volatilité. Et comme l'objectif était de réduire la volatilité du fonds, bon, on a préféré réduire un petit peu le poids d'NVIDIA pour les semaines à venir. Super. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans la partie macro, dans la partie éléments, un peu de prospective, de voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec les deux questions existentielles, hein. L'histoire de l'inflation, c'est quand même un sujet extrêmement important. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue concret avec cette administration américaine? Oui, donc deux questions. Est-ce que l'inflation auquel on va essayer de répondre, on a essayé de répondre en quelques slides, puisqu'on pourrait avoir une centaine de slides pour essayer de répondre à ces deux questions. Donc, on a essayé de concentrer un petit peu les slides sur ces deux sujets. Donc, est-ce que l'inflation qu'on a aux États-Unis aujourd'hui est transitoire ou plus durable? Parce que ça aura un impact, selon la réponse qu'on apporte, ça aura un impact plus ou moins important sur les marchés actions et voire les marchés de taux. Et puis la deuxième question, c'est que bon, on entend parler depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant du Big Beautiful Bill de l'administration Trump. Est-ce que ça sera un relais de croissance ou plutôt une inquiétude supplémentaire sur la dette américaine ou un peu des deux? Donc, ce sont les questions auxquelles on va essayer de répondre avec quelques slides. Donc, ce qu'on voulait montrer, donc vous l'aviez vu pendant la phase du mois de fin février, mars, début avril, jusqu'au report des droits de douane, le marché s'était mis à anticiper assez fortement les risques de récession aux États-Unis. Donc, avec le report
de ces droits de douane pour essayer de négocier et certains pays avec lesquels les négociations avancent plus ou moins, on voit que ces probabilités de récession aux États-Unis sont revenues au niveau qu'on avait avant le Liberation Day, hein, un peu moins de 40% de probabilité de récession. C'est un petit peu le consensus. Donc, on revient dans un environnement macroéconomique où le marché, en tout cas, anticipe un peu moins de risque de récession aux États-Unis, ce qui a en partie soutenu la phase de rebond. Hop. Donc, par contre, attention, sur les droits de douane à ce stade, on est encore en phase où on a énormément d'incertitudes. On vous a un petit peu mis dans le carré rouge en bas les droits de douane pour lesquels il n'y a pas encore d'accord en place ou qui sont, en tout cas, des droits de douane qui sont à venir, qui ont pas encore été officiellement mis en place, sans compter qu'à partir d'aujourd'hui, on a des droits additionnels visant l'acier et l'aluminium, notamment visant l'Europe. Donc, on voit que M. Trump même s'il continue un petit peu d'agiter la Chine en disant qu'il ne respecte pas les accords des premières discussions, etc., que son focus semble s'être quand même dirigé plus vers l'Europe en ce moment. Et donc, les tensions sont un petit peu plus fortes avec l'Europe. Et que là, un autre élément où il faut faire attention, c'est qu'un nouvel acronyme est sorti. On parle de TACO, donc Trump Always Chickens Out, ce qui veut dire que Trump va menacer, mais à la fin, il retire toujours ses menaces. Attention quand même. Et c'est ce qui a expliqué aussi en partie le marché, parce que le marché se dit Trump ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, il menace, il n'ira pas jusqu'au bout. Donc, soyons quand même un petit peu prudents sur cette interprétation du marché. Donc, il faut le garder en tête. Donc, quand on regarde, on a essayé d'identifier quelques éléments pour voir sur l'inflation. Sur le graphique de gauche, vous avez des données qui sont fournies par un prestataire de données qui essaie de suivre plus de 18 millions de prix avec des mises à jour quotidiennes. Ce sont des prix qui sont récupérés en ligne à partir aussi de partenariats avec des fournisseurs et qui essaient d'évaluer l'évolution des prix. Donc, on voit qu'il y a un fort rebond qui est en train de se mettre en place sur les prix. Et dans le tableau de gauche, on voit que c'est un peu petit, hein, mais vous l'avez sur plusieurs Séquence de temps. périodes, séquences de temps. Mais ce qu'on voit, c'est que les anticipations, la partie blanche, les anticipations d'inflation, repartent un petit peu à la hausse. Donc, les consommateurs restent quand même assez vigilants quant à l'évolution des prix dans les périodes à venir. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que ces évolutions de prix, en tout cas à ce stade, semblent toucher plutôt les biens, ce qu'on appelle les biens durables. Et on le voit, hein, les secteurs qui sont les plus impactés aujourd'hui, c'est les équipementiers, en tout cas les équipements auto, tout ce qui est lié aux locations de voitures et de camions. On le voit, la partie liée à l'informatique, donc les computer software et les accessoires. Donc, les équipements pour aménager la maison, de rénovation, etc. Donc, on voit que ce sont plutôt des biens durables aujourd'hui qui sont tirés par cette inflation. Et quand on regarde sur le tableau en bas à droite, et ça, c'était déjà des points qu'on évoquait lors de notre dernier webinaire, c'est que ce qui, pour nous, devrait permettre à l'inflation de progressivement modérer, c'est que la grosse composante de l'inflation, ça reste tout ce qui tourne autour du shelter, donc de l'hébergement. Et à l'intérieur du shelter, il y a un facteur qui est particulièrement important, c'est ce qu'on appelle le Homeowners Equivalent Rent. Donc, c'est un sondage qui est envoyé aux propriétaires de maisons et on leur demande si aujourd'hui vous devriez louer votre bien, combien vous devriez le louer. Donc, cet indicateur a un effet lagging puisque ce sont des questionnaires qui sont envoyés, le temps que les données soient retournées, qu'elles soient compilées, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'il est en train de descendre, c'est la barre un petit peu en orange, et que cette baisse devrait progressivement continuer à baisser dans les trimestres à venir. En tout cas, c'est notre interprétation. Et étant donné son poids dans les indices d'inflation, ça devrait permettre à l'inflation de continuer, tout comme la baisse des prix de l'énergie, qui, il ne faut pas l'oublier, aux États-Unis est quand même un élément important. La plupart des foyers qui
travaillent et autres vont avoir 2 voire 3 voitures et donc la baisse du prix de l'essence à la pompe est quand même un élément hyper important, pour, les consommateurs américains. Donc elles, on le voit, hein, les sociétés, et là on a pris une citation de Walmart entre autres, mais les sociétés aujourd'hui ne sont pas prêts à assumer, en tout cas à assumer pleinement, les impacts potentiels des tarifs, sur leurs marges. Et donc attention également à ce point-là dans l'évolution des prix dans les mois à venir. Ce qu'on a pu voir dans les derniers mois, c'est que les sociétés avant la mise en place des tarifs initiaux, anticipé et essayé d'importer un maximum avant la mise en place des tarifs. Donc, on a eu un effet stockage, on a eu le report de ces tarifs. Donc, les sociétés vont aussi essayer d'importer un max avant la date butoir de la mise en place ou non de ces tarifs, mais que de toute façon, des tarifs, il y aura. Le niveau final reste à déterminer, mais il y aura un impact sur les prix et qui va payer ce prix reste à définir. Le réel élément de soutien, bon, on l'évoque, c'est le baril autour des $60 de, de, le baril, et ce qui est un élément vraiment important pour le consommateur américain. Ce qu'on voyait par contre, c'est que dans les perceptions, et ça c'est les toutes dernières données, on voit que les perceptions, sur les périodes à venir, on voit ça c'est les dernières données, je crois que ça date de la semaine dernière sur le Conference Board, mais on voit une légère amélioration de la situation présente et des attentes, en termes d'évolution de l'inflation. Après, on a des breakdowns entre les candidats ou les consommateurs américains qui sont plutôt démocrates ou plutôt républicains vont avoir des perceptions, généralement fortement opposées. Ça, c'est un petit peu la compilation des 2, mais on voit après toutes ces tensions de fin février, mars, début avril, ben, un léger soupir de soulagement de la part des consommateurs américains. Donc, l'emploi qui reste un sujet important, hein. L'emploi pour nous, on est plus dans une phase de normalisation que dans une phase de correction. J'ai pas de slide là-dessus, mais hier, on a eu les données sur le JOLT. Le JOLT mesure les emplois ouverts aux États-Unis. Pour ceux qui reçoivent le point marché, vous avez vu un petit commentaire là-dessus, hier. Donc on a eu une surprise, de marché, encore plus de postes ouverts, que prévu, qu'attendu par le marché. Donc on voit un marché de l'emploi qui est encore assez dynamique aux États-Unis. Ça ralentit, on a un peu moins de création d'emplois, mais globalement, on est quand même dans une situation où on est plus en phase de normalisation, que de correction majeure. Je vous rappelle, l'été dernier, on parlait beaucoup de la Sam's Rule, on parlait beaucoup d'une correction très forte du marché de l'emploi américain. On est presque un an plus tard et ce marché, pour le moment, tient toujours. Un sujet important, on en parle beaucoup, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de sujets autour de l'évolution des taux américains. Les taux américains se cherchent. On est autour des 4,50 sur le 10 ans US. Certains évoquent 4,75, 5%. Certains évoquent une baisse, pour la fin de l'année autour des 4%. Beaucoup donc d'inquiétudes, sur l'évolution des taux. Notre scénario, en tout cas pour America, c'est qu'on devrait avoir des taux qui sont autour des niveaux actuels et progressivement baisser, toute chose égale par ailleurs. On est dans ce scénario-là un petit peu de phase de consolidation des taux, mais la réelle inquiétude, et on le verra sur la slide suivante, bah, c'est l'impact. Slide suivante. Ouais, les inquiétudes du marché par rapport aux évolutions de la dette. Vous avez en haut, à gauche, l'évolution des intérêts, payés en pourcentage du PIB, aux États-Unis. Donc, on voit que c'est important. On voit que le Big Beautiful Bill que veut passer l'administration Trump va encore creuser le déficit, aux États-Unis, hein. On a vu une dégradation il y a 15 jours, même si elle était très attendue, de la dette américaine. C'était le dernier des grands agences de notation de dette à downgrader la dette américaine.
on voit qu'il y a quand même une tension, mais c'est une tension qui n'est pas, pour moi, spécifique aux États-Unis, hein. C'est global. On a énormément de dettes partout dans le monde, donc c'est un sujet d'attention. Mais en tout cas, à ce stade, on ne voit pas les taux US non plus s'envoler aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a quand même continué d'être exposé à des valeurs de rendement à travers la poche cœur qui, eux, dans une phase de consolidation des taux ou de baisse des taux, devraient permettre d'amener un petit peu de rendement. La vraie question, c'est que on a ici les divers acheteurs de la dette américaine. Beaucoup d'experts s'expriment sur l'impact de l'administration Trump sur la demande pour la dette américaine, la demande sur le dollar, la demande sur les actifs américains. Euh, Moi, ce que je constate, même s'il peut y avoir des petits épisodes de tension, en tout cas à ce stade, les États-Unis restent, un, la première puissance militaire au monde, deux, la première puissance économique au monde. On a un pays qui est quand même avec une croissance, même si elle ralentit un petit peu par rapport au passé, en tout cas de façon temporaire, je pense, elle sera soutenue par justement ces avancées législatives et de baisse de réglementation. On reste quand même dans une zone qui représente un poids hyper important dans les indices américains. C'est un pays qui a toujours innové en termes de produits, de technologies, et qui va maintenir cette dynamique. C'est une zone géographique qui veut rapatrier des capacités de production sur son sol pour devenir un petit peu moins dépendant. Et quand je dis son sol, j'inclus la zone nord-américaine de commerce avec le Mexique et le Canada. En tout cas, l'idée, c'est de réduire un petit peu les chaînes d'approvisionnement. Donc, on est quand même toujours dans cette dynamique où les États-Unis et le dollar, pour moi, restent c'est pas nécessairement, en ce moment, depuis quelques mois, c'est un discours un peu controversé parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Mais pour moi, même s'il y a un peu de bruit à court terme, un peu d'agitation à court terme, ça reste une zone géographique pour moi inévitable. Pour revenir sur le Big Beautiful Bill, ce qu'on peut voir, on a essayé d'identifier, et c'est des partenaires de recherche avec qui on travaille, qui sont les personnes qui vont le plus bénéficier à ce stade. On est encore très loin de passer cette législation. Mais si on regarde un petit peu de la façon dont il est construit aujourd'hui, les classes qui vont le plus en bénéficier, on voit que ce sont quand même les classes les plus aisées, et ce sont ces classes-là qui alimentent la machine de la consommation américaine en partie, et que ça devrait donner justement un second souffle lorsqu'on commencera à avoir un petit peu un ralentissement, et c'est pour ça que la deuxième moitié de l'année aux États-Unis devrait être un peu plus favorable que ne l'a été la première. Il faut se rappeler que on l'avait évoqué lors du dernier webinaire, mais je me permets d'insister là-dessus, par rapport à la première administration Trump, où on avait d'abord eu les effets de déréglementation, de fiscalité favorable et les tarifs qui étaient venus dans la deuxième moitié de son administration. Il est en train d'inverser un petit peu le process. On est dans cette phase donc de plutôt désagréable, dure, d'essayer de renégocier une réindustrialisation, en tout cas partielle des États-Unis, de rééquilibrer un petit peu les échanges commerciaux. Et ça, c'est la phase un peu difficile dans laquelle on est encore aujourd'hui, mais sur laquelle on a un petit peu de visibilité, même si ça bouge très vite et qu'il faut être très vigilant. Et que la deuxième partie de son mandat, il ne faut pas oublier qu'à partir de la rentrée, on ne sera plus qu'à un an des élections de mi-mandat. On va rentrer dans une phase qui devrait normalement être un peu plus favorable, puisqu'on va entrer dans une phase de déréglementation, on va rentrer dans une phase de fiscalité un peu plus favorable et de commerce un peu plus pro-business. Peut-être juste la slide d'avant. Ouais. Voilà, on ne faut pas négliger les voyages. Et là, on parle du Moyen-Orient, mais on a des choses qui se mettent en place avec le Japon, entre autres, et d'autres pays. Mais il y a quand même un certain nombre d'engagements envers les États-Unis. Là, on parlait de la tournée du Moyen-Orient, notamment sur l'IA et autres. Donc, on a quand même un certain nombre d'engagements, d'investissements, que ce soit par des États ou par des sociétés qui veulent investir aux États-Unis. On l'a vu avec Apple, on le voit avec Nvidia, on le voit avec un certain nombre de boîtes dans la pharma. Donc, on a beaucoup d'investissements qui vont se mettre en place et qui vont aider cette croissance et cette dynamique américaine. Peut-être juste pour conclure sur la partie macro.
Donc, les quelques points d'attention et les quelques points un petit peu plus favorables, baisse de la du commerce avec la Chine, hein, on l'a vu, hein, ces éléments, ces tensions, cette incertitude créent un petit peu de tension au niveau du commerce, donc à suivre de près et comment ça va se résoudre. On a toujours ce report et des négociations qui avancent lentement mais sûrement. Le risque de remonter des tensions sur les autres fronts. Et là, on l'a vu tout dernièrement avec l'Europe, où les tensions pour trouver un accord sont en train de se mettre en place. On voit la situation avec Apple et l'Inde. Donc, on voit qu'il y a quand même des tensions globales pour essayer d'arriver à des accords qui sont équilibrés et acceptables pour tout le monde. Toujours ce que j'évoquais tout à l'heure, les craintes sur la viabilité de la dette américaine. Les gens s'interrogent pour voir où on va, comment ça va évoluer, est-ce qu'on peut continuer ce genre de déficit, quel sera l'impact du Big Beautiful Bill. Et puis, une Fed qui, à ce stade, mais qui a peut-être raison, puisque les données macroéconomiques restent solides, que ce soit en termes d'emploi, de croissance, une Fed qui ne va peut-être pas baisser ses taux aussi vite que prévu. On anticipe aujourd'hui entre une ou deux baisses des taux pour cette année, plutôt sur la fin de l'année que maintenant. Et donc, dans les éléments qui restent plutôt positifs, on a un secteur de l'emploi qui se normalise, mais qui est toujours solide. La faiblesse du prix du baril de pétrole, hein, qui permet de donner du pouvoir d'achat et qui allège un petit peu l'inflation. Et puis, ce Big Beautiful Bill qui devrait arriver pour la rentrée et qui devrait donner un petit peu de sentiment positif aux consommateurs américains. Et c'est important dans le cadre de- de la consommation. Juste Quelques avant de éléments sur la… rentrer, Ouais, juste avant d'entrer dans la valeur, il y a quelques questions. Évidemment, il y avait une ouais, question inévitable sur la partie dollar. ouais. Voilà, on était quasi à parité. Bon, on n'y est plus. Est-ce qu'on va avoir un dollar à 1,50? Alors évidemment, l'objectif c'est pas de faire une prévision, mais voilà, un dollar plus faible. Alors là, on a vu une baisse du pétrole, dollar plus faible. C'est généralement c'est pas corrélé de cette manière-là. Donc c'est assez nouveau aussi cette partie-là. Un peu la vie sur le dollar, c'est intéressant quand même. Oui, donc le fonds a des parts en euros, mais ce sont des parts euros non couvertes. Donc les actifs du fonds sont en dollars et la valeur, la VL est calculée. Donc on prend la valeur du fonds et on transcrit avec le fixing du jour pour obtenir la part en euros. Donc pas de couverture à l'intérieur du fonds. Notre vision sur le dollar, puisqu'on peut la couvrir dans notre fonds d'allocation d'actifs. Aujourd'hui, on a un scénario où on pense que le dollar devrait rester dans une fourchette 1,10, 1,15 dans les semaines à venir. C'est un petit peu le sentiment qu'on a. La parité long terme sur le dollar était historiquement plutôt autour des 1,25. Est-ce qu'elle est revenue plutôt autour des 1,15, 1,20? Ça peut être dans cette fourchette-là. Je ne pense pas qu'on revienne à la parité. On avait un scénario plutôt autour des 1,07, 1,10. On a un petit peu décalé à court terme ce scénario pour plutôt être autour des 1,10, 1,15. Et on est en plein dans cette fourchette aujourd'hui. L'évolution, notamment en termes d'accords commerciaux et surtout en termes du Big Beautiful Bill, puisque dans l'intérieur de ce Big Beautiful Bill, il y a aussi des éléments quant au plafond de la dette américain, puisque c'est un document législatif qui englobe plein de sujets. Donc, il faudra voir un petit peu. Les États-Unis ont un problème à court terme, c'est qu'il y a un besoin de financement relativement important à partir de septembre de la dette qui avait été créée suite au Covid et qui avait été créée sur des échéances court terme et qui doit être refinancée. Donc, on peut avoir des tensions sur les taux à cette période-là, mais le dollar, pour moi, devrait continuer à évoluer un petit peu dans ce range 1,10, 1,15. On doit être autour des 1,13,80, je crois, ce matin. On est dedans aujourd'hui et à ce stade, on n'a pas d'éléments qui nous font voir une dépréciation beaucoup plus massive du dollar. Bon, alors la valo, combien ça vaut? Si on regarde, on a essayé d'isoler là aussi quelques slides, hein. Quand on voit les hausses de masse monétaire, donc ce qu'on appelle le M2, on voit que c'est une dynamique qui reste quand même relativement favorable aux actifs à risque pour les semaines à venir. Donc on a quand même beaucoup de liquidités qui restent dans le système et qui devraient permettre de soutenir les marchés. Donc c'est important de garder cet élément en tête.
Donc, on voulait attirer votre attention là-dessus. D'un côté, on a eu des marchés qui sont revenus sur des niveaux de pricing presque à perfection. Donc, on a eu ce rebond qui a été fort. Donc, on est revenu presque sur les niveaux d'avant-correction, donc sur des très hauts historiques de marché. Donc, attention quand même sur les valeurs ou les secteurs sur lesquels on veut être exposé. Tu peux repréciser, l'EPS, ce que c'est, pour ceux qui Oui, c'est les earnings per share, c'est les BPA en français. ouais, bénéfice par action, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, ce qu'on constate, et ça, on l'avait vu, je vous avais présenté ce graphique là sur le Q1 lors de la dernière visio. Donc, vous avez en bleu foncé, c'est l'évolution des révisions bénéficiaires pour le Q2 et pour le Q3. Et à partir de la barre rouge au milieu, bah, ça, c'est le début de la période de publication du Q2, du Q3. Et ce qu'on constate, vous avez en pointillé, c'est la médiane sur ces périodes-là. Et ce qu'on avait pu voir, et ça s'est bien matérialisé sur le Q1, c'est qu'on a tendance à toujours un petit peu réviser à la baisse en amont de la période de publication, et qu'une fois que la période de publication arrive, ben, on a des réajustements généralement à la hausse. Et surtout, c'est de plus en plus vrai, plus on approche du Q3 à Q4, puisqu'on a plus de visibilité sur le début de l'année, on a moins d'aléas dans les projections pour les résultats. Et donc, on voit encore une fois des anticipations de baisse du Q2 et du Q3 qui se dégradent. Un des éléments qu'on mettait en avant, nous, sur les publiés du Q1, c'est qu'on avait commencé à avoir les tensions sur le commerce international plutôt tardivement dans le trimestre, et que l'impact final sur le Q1 allait être plutôt modéré, puisqu'on n'allait pas prendre le plein impact des tarifs alors que les révisions avaient été sensiblement dégradées. Et si on passe sur la slide suivante, donc, effectivement, on a pu voir qu'on a eu des surprises quand même relativement importantes en termes de publication, hein. Les earnings surprise étaient de l'ordre de 8%. Les sales surprise, ça veut dire que le top line, les revenus, eux, étaient un peu moins importants. Donc, on a un marché qui se focalise sur les bénéfices au détriment des revenus, hein. Ça, on a pu le voir. Et par contre, on a quand même une croissance qui reste relativement forte et plus forte qu'attendue sur la partie croissance bénéficiaire. Ce que le marché a quand même essayé de récompenser, bah, c'est les sociétés qui ont qui sont définies comme étant des sociétés de qualité, donc plutôt des bilans solides, beaucoup de visibilité, ou des sociétés qui ont une efficience opérationnelle très forte. Ce sont les sociétés qui ont bénéficié un petit peu des mouvements de marché sur cette période de Q1. Vous le voyez dans les graphiques en bas du tableau. Donc, ce qu'on peut constater, ça, c'est toujours un élément de performance Mmh. relativement forte aux États-Unis, bah, c'est les buybacks, les rachats de titres. Et donc, vous voyez la dernière barre, bah, c'est les annonces de rachat de titres qui ont été annoncées jusqu'au 2 mai pour l'année en 2025 aux États-Unis, et qu'on est revenu sur des niveaux records de rachat de titres annoncés par les sociétés aux États-Unis. Et puis, qui dit rachat de titres, bah, dit mécaniquement croissance des bénéfices, puisque vous avez moins de titres en circulation, donc vos bénéfices par action, mécaniquement, ont tendance à être tirés par le haut, par ces effets de rachat de titres qui restent un soutien fort au marché action aux États-Unis historiquement. C'est quoi le message? C'est une question qu'on a là aussi. C'est quoi le message, des sociétés quand elles décident de racheter leurs titres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas de meilleure idée pour faire de la croissance, donc finalement, je rachète mes titres, je veux faire plaisir aux actionnaires. C'est quoi le message fort qu'envoient les boîtes quand elles font Oui, ça? bon, faut déjà regarder dans le détail. C'est pas toutes les boîtes qui rachètent leurs titres, bien entendu. Ça, c'est représentatif des sociétés au sens large. Mais les sociétés de forte croissance, généralement, vont pas racheter leurs titres parce qu'ils vont Évidemment. chercher dans la tech, etc., vont chercher plutôt à financer leur développement. Mais les sociétés qui, eux, procèdent à des rachats de titres, effectivement, c'est qu'à ce stade et considérant leur perspective, leur niveau de valorisation, trouvent que c'est une bonne utilisation de leur cash, de racheter leurs titres. Il faut voir que les sociétés payent des dividendes également aux États-Unis, hein, mais la partie rachat de titres reste un élément moteur et historique, et c'est parce que eux considèrent, après il faut voir dossier par dossier, hein, mais eux considèrent que c'est une bonne utilisation de leur cash de racheter leurs propres titres.
Ouais, c'est souvent un élément de confiance très fort quand même. C'est-à-dire Pendant qu'une boîte oui, qui une décide confiance de fournie. racheter ses titres, c'est quand même un niveau de confiance qui est extrêmement, extrêmement fort. Si vraiment on a l'impression que tout va aller au tapis, on rachète pas ses titres, bien évidemment. Donc c'est un élément quand même de réassurance aussi pour les investisseurs particuliers, de se dire, bon, à un moment donné, si les boîtes décident de racheter leurs titres, on comprend bien, avec beaucoup de bon sens, que finalement, on pense que la valeur est de bonne qualité et que le potentiel de ces boîtes reste de bonne qualité. Donc c'est plutôt un élément réassurant par rapport à l'environnement qu'on nous décrit aujourd'hui, je trouve. Voilà, peut-être un petit point sur une slide que un collègue m'avait déniché et qui était intéressant à analyser. On voit ici, c'est l'évolution de la valorisation, de l'indice et sur l'axe de gauche, vous avez, côté inverse, le poids du secteur de l'énergie. Donc si vous regardez, vous prenez les années 80 entre autres, vous aviez le secteur de l'énergie qui avait un poids, très important dans l'indice. Aujourd'hui, le poids du secteur de l'énergie, c'est un peu plus de 3. Et donc, effectivement, quand on regarde la valo ou le PE de ce secteur par rapport aux autres secteurs de croissance, c'est que, heu, oui, on a l'impression que le PE du marché a sensiblement monté, mais la composition même de l'indice a beaucoup évolué et donc c'est normal puisque, les poids importants historiquement de l'indice avaient des PE beaucoup moins élevés et donc mécaniquement, quand on regarde que que le poids de ces secteurs-là a sensiblement baissé, que d'autres secteurs qui ont tendance à avoir des PE un peu plus importants, eux, ont progressé, beh, que globalement, on soit sur des tendances de valorisation du marché au sens large un peu plus importantes et pas nécessairement alarmantes. C'était pour attirer un petit peu l'attention. Donc, est-ce qu'il faut privilégier les Max 7 face à l'incertitude? Certaines, donc vous l'avez vu dans le top 10, on en a quelques-unes en portefeuille. On en a quelques-unes qu'on n'a pas, hein, on va être transparent, on n'a pas de Meta, on n'a pas de Tesla en portefeuille. Les autres, on a du Apple, on a du Alphabet, on a du Amazon, on a du Nvidia, mais on a des poids qui varient en fonction de notre vision du marché, de leur secteur d'activité, des risques auxquels elles peuvent avoir dans les mois à venir. Voilà. Mais on peut être présent sur certaines, par contre, leur poids peut varier assez fortement. Voilà, le processus d'investissement, je l'avais mis en annexe, mais on l'a déjà rappelé Oui, on l'a déjà au évoqué. départ. Juste un petit point, c'est intéressant parce qu'on parlait des dividendes tout à l'heure. Juste montrer ici qu'effectivement, il y a un indice qui s'appelle le S&P Dividende Aristocrate. Et l'intérêt de ce graphique, c'est de montrer qu'effectivement, dans des périodes de correction extrêmement puissantes, on s'aperçoit que cette partie dividende, évidemment, fait bien le travail de résistance, hein. On le voit en 2022, on le voit en 2008. Cette poche-là résiste bien. Et malgré tout, dans les années où il y a du rebond, on prend la hausse. On porte peut-être pas forcément toute la hausse, mais on prend la hausse. Donc, c'est un élément qui est extrêmement puissant. Cette histoire de dividende qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est le bon rappel de ce qu'on fait autour de ça. Et puis j'aime bien cette slide parce qu'elle est assez illustrante et puis elle permet surtout d'être montrée à des clients particuliers. C'est-à-dire que voilà, c'est cette capacité aux États-Unis d'avoir de la progression des dividendes de façon régulière. Alors là, pour des boîtes comme Coca sur plus de 50 ans, c'est quand même assez incroyable. Et donc, je veux pas que, enfin, on a beaucoup insisté sur cette partie dividende. C'est un élément qui est extrêmement puissant, vraiment. Et il y a pléthore d'exemples qui montrent que voilà, on s'occupe aussi bien des actionnaires aux États-Unis. Donc, la distribution de dividendes, le rachat de titres, tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement puissants. Et c'est ce qu'on essaye de jouer aussi à l'intérieur de Sony North America. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce fonds-là de cette manière-là. Voilà. Donc, Juste ça, on a. un point, Ouais, je t'en prie, je t'en juste prie. un point d'attention sur la slide, avant. Voilà, nous non, l'autre. Non, celle que encore, ouais, voilà. Ouais. Nous, on se concentre plus non, Non voilà, plus, voilà, tu celle veux que j'aille d'avant. où? Ouais, bah, non, remonte. Slide où tu avais les différentes stratégies, voilà, celle-là, stop. Ouais, Oui, pardon, je nous, bouge. on se concentre sur les 2 de gauche, Ouais, celle de droite, c'est pas ce que nous, on recherche. Les Dogs of the Dow, en fait, ce sont les plus forts rendements du Dow Jones Industriel en début d'année. Nous, on regarde plutôt la régularité, du rendement que le niveau de rendement parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les phases de choc de marché, les boîtes qui ont des rendements élevés ou qui ont des payouts élevés vont être amenées à réduire leurs dividendes parce que face à l'incertitude ou au ralentissement économique, et nous, c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche vraiment ce qui se situe dans les aristocrates, les champions ou les dividend kings. C'est vraiment cette régularité de la croissance du dividende qu'on OK. recherche. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a bien travaillé parce qu'on a bien dépassé.
Voilà, on a effectivement beaucoup de bon, il y a beaucoup de questions. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions parce que ça vient plutôt faire 1 heure. On avait dit 30 minutes, on a un peu dépassé. Quelques questions aussi d'un point de vue purement opérationnel. Oui, bien évidemment, vous allez recevoir cette présentation avec le replay parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. On m'a posé aussi la question qui est une question pure opérationnelle en termes de référencement. Donc c'est un fonds, Sony North America, qui est référencé dans toutes les plateformes avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui sans exception. Donc n'hésitez pas si effectivement, ce que fait Eric et ce que fait Sony vous intéresse, bah, évidemment, vous allez retrouver ce fonds dans l'ensemble des plateformes. Et le message fort qu'on voulait passer, c'est que bien évidemment, d'être de ne pas être investi sur les US aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé avant ou ainsi de suite, c'est un biais qui est extrêmement particulier à l'intérieur d'un portefeuille. Il faut être exposé aux États-Unis. Alors après, la question, c'est comment on est exposé. Bon, évidemment, il nous semble que cette manière de le faire avec ces deux poches, à la fois dividendes et multistratégie, je trouve que c'est une bonne idée de le faire comme ça. Et surtout, ça permet de parler effectivement au client final de choses qui sont simples. Donc on peut y aller. Et pour ceux qui se posent la question de savoir si on peut encore en souscrire, la réponse est oui, le fonds est ouvert et on peut y aller sans aucun problème. Et puis une dernière question et puis après on arrête. C'est quoi le taux de dividende de quelques boîtes là qu'on a dans le portefeuille? C'est quoi les niveaux de taux de rendement de dividende? Le portefeuille a un rendement léger, donc pour 40 du portefeuille, on a un rendement qui est supérieur à celui du S&P 500, donc un peu plus de 2. On doit être autour de 2,3-2,4 environ. Voilà. Et on pose une question aussi sur les taux US. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. On fera un webinaire un peu spécifique sur l'histoire des taux parce on a une petite idée sur comment on pourrait jouer les taux US. Je pense qu'il y a des manières de travailler un peu différentes. Effectivement, le 10 ans est autour de 4,50. On peut aller chercher du rendement d'une autre manière, peut-être sur des boîtes, sur des corporates américaines pour essayer d'améliorer le rendement. Et voilà, on est en train de réfléchir à une solution autour de ça, même plus que ça d'ailleurs, mais on ne peut pas trop en dire aujourd'hui et on a l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour toutes les questions que vous avez pu poser. Vous allez recevoir le replay, recevoir la présentation et on vous dit certainement à la rentrée pour refaire un point sur la gestion de ce fonds, au moins au moment de ces 1 an courant juillet, pour pouvoir annoncer quelques performances et montrer qu'on a plutôt bien travaillé. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.